qui se détestent n'ont aucune envie que ça cesse. La haine est une jouissance dont on se prive à regret. Celui qu'on déteste, on l'adore. En tout cas, on a besoin de lui. Un adversaire, on le combat. Un ennemi, on le préserve. L'autre modalité, c'est évidemment le procès d'intention. C'est-à-dire chaque fois, les moments où, pour échapper à une question, on dénie à son interlocuteur le droit de la poser. Par exemple, si vous critiquez le mot islamophobie, en faisant valoir qu'il indexe, je ne sais pas moi, la critique d'une religion sur la détestation de ses participants, de ses pratiquants, le parti unanime vous traitera de raciste ou d'islamophobe. Si vous défendez le maintien de ce mot, le parti unanime vous traitera d'islamiste ou d'amis des islamistes. Si vous critiquez Israël, le parti unanime vous traitera d'antisémite. Si vous défendez Israël, le parti unanime vous traitera de tous les noms. Si vous faites ingénument valoir que, tout en étant salutaire et nécessaire, balance ton porc expose aussi au déni de la présomption d'innocence, le parti unanime vous présentera comme le défenseur du patriarcat. Le seul but du parti unanime n'est pas de débattre, c'est de tuer le débat qu'il redoute, c'est de tuer la nuance. L'ennemi du parti unanime n'est pas le racisme, ça n'est pas l'antiracisme, ça n'est pas les bourgeois, ça n'est pas les prolétaires, c'est pas Israël, c'est l'esprit de finesse. C'est la nuance que le parti unanime veut abattre, ou le goût de regarder des deux vérités et de donner sa chance à un argumentaire qui n'est pas le sien. Alors, les méthodes en ligne, et là vraiment, Monsieur le Ministre, je m'en remets à votre expertise, mais les méthodes en ligne du parti unanime sont évidentes, on les connaît, il faut les systématiser un peu pour bien les repérer. Évidemment, l'essentialisation. Si vous dites ceci, c'est que vous êtes cela, donc on vous enferme dans l'identité qu'on vous attribue. Le procès d'intention. Si vous dites ceci, c'est que vous avez un agenda discret et une idée derrière la tête. Le moyen, c'est la falsification. On détourne un peu vos paroles, on les réinterprète librement. Voici ce qu'à peu de choses près vous avez dit, donc ce que vous dites n'est pas recevable. Et enfin, le mode opératoire, c'est la horde. En ligne, on est des centaines, on est des milliers, à considérer que vous ne pouvez pas penser ce que vous pensez puisque vous êtes ce que vous êtes, et du coup, eh ben, on va le dire en espérant que ça devienne une vérité. Le problème, c'est que ça devient une vérité. Le problème, c'est qu'à l'ère du recouvrement du réel par la news, ce genre de démarche prend la place du réel même. Encore une fois, Tocqueville l'avait décrit au XIXe siècle, et les conséquences de ce mécanisme proprement démocratique sont incalculables, et je ne vois pas d'autre combat que celui-là en vérité. Parce que le résultat, c'est que, au lieu de consister en une discussion entre gens de bonne volonté sur le racisme et l'antiracisme, sur les façons de lutter contre la pauvreté, ou bien de travailler précisément la question même du dialogue, tout débat se résume à des crachats collants auxquels on essaie de répondre sans trop s'abaisser. Les immigrés colonisateurs qui remplacent le peuple français, ouais. La guerre d'extermination menée contre les hommes blancs hétérosexuels, l'islam... Vous savez, c'est un vrai pétainiste, en fait, je crois, à double titre. Et par la haine et par la lâcheté, d'une certaine manière. Par exemple, prenons la question de l'islam. Bon, Zemmour amalgame complètement islamisme et islam, pour lui, il n'y a aucune différence, évidemment. L'islam, c'est l'islamisme, enfin, à peu de choses près, et donc il est très, très, très virulent contre l'islam. On peut parler, là, pour le coup, vraiment d'islamophobie et de racisme, à mon avis. Mais il a dit... Pardon, pas seulement contre l'islam, contre les musulmans. Oui, c'est le problème. Vous avez raison. Il n'y a pas que l'islam. Mais ce qui est intéressant chez Zemmour, par exemple, c'est qu'il y a 2 ans, dans Causeur, il donnait un entretien où il disait son respect pour Daesh. J'ai noté la phrase. Je respecte les gens qui meurent pour ce en quoi ils croient. C'est très particulier chez Zemmour. Alors évidemment, c'est son obsession de la décadence, c'est son goût des valeurs absolues, c'est le sentiment que quand on est intégriste, on est intègre, qui lui vaut de respecter Daesh. Mais ce qui est intéressant, c'est que la haine voisine avec une forme de, non pas de soumission, mais une façon déjà de courber les chines, si vous voulez. C'est un vrai pétainiste. C'est quelqu'un qui articule la haine et la lâcheté. Et c'est exactement ça qui est apparu dans ce discours-là. Il y avait autant d'éléments de trouille que d'éléments de violence. On va... Et je voulais vous dire d'abord la solitude que je vis.
la solitude. Pas seulement d'un État qui abandonne les villes moyennes, qui les méprise, qui les regarde de haut. Dans l'Académie de Montpellier, 78% des étudiants sont à Montpellier, la capitale régionale, 1,4% sont dans ma ville. C'est ça la réalité. Seul parce que méprisé par une presse qui vous vomit tous les matins et qu'on me casse plus les pieds avec la presse régionale qui serait plus proche de qui? De rien. Midi Libre, c'est Libération sans le talent. Seul parce que poursuivi à longueur de temps par des associations de défense des droits de l'homme, et j'en connais. J'en ai dirigé une pendant 25 ans, et c'était des gens que je voyais tous les jours, qui nous font une guerre quotidienne. Pas l'an dernier, en 2017, nous avons eu 28 procès. 28 procès. L'énergie que ça demande, l'argent que ça demande. Des procès qu'on gagne tous, mais qui vous asphyxient. J'ai mon avocat ici. Tu vas parler tout à l'heure. Je parle de Maître Goldnadel pour ceux qui l'auraient pas compris. Bonjour, vous m'entendez? Je suis rendu la semaine dernière à la Manif pour tous. Un prêtre chrétien rentre dans des enfants juifs. C'est ça que, certes, Zemmour en a parlé. Je trouve que c'était mieux des terroristes islamistes. C'est quand même un peu l'avortement réducteur, parce que si on veut rentrer dans la gorge encore et encore, comment se peut-il, les amis? Je veux bien qu'on parle de la torture, parce que c'est pas moi, ça n'est pas moi qui est le nazi à l'extrême droite, mais ça tombe bien, parce que qui je veux? Une jeune Française pour me remuscler. Oui, je suis bourgeois, mondialiste, ni d'islam, ni couscous. Aujourd'hui, nous sommes pédophiles. Nous avons gagné la bataille. Pardon de le dire, je cultive Marine ou Marion, quel que soit le regard que je porte, Rassemblement national, pour prendre l'immigration, Castro, terrorisme palestinien, le Parti communiste, il est toujours le Parti communiste. Or, je réclame la France avant Albéric, mais à la limite, William Goldnadel. Alors, oui, j'espère demain, Zemmour, président de la vieille France, raciste. Nous voulons simplement pour notre peuple, un peu de folie dans ce monde de bien qu'on a bien le droit de considérer aller de mal en pis. Je me sens abandonné par vous. Abandonné par vous. Je vais vous dire en 2 mots. Je me contrefous de la métapolitique. Je m'en balance de la métapolitique. J'arrête de me prendre pour un Gramsci au petit pied. Ça suffit. La bataille culturelle, vous l'amènerez sans moi. Moi, j'ai des urgences. De façon annexe, je vous préviens que quand Gramsci parlait de métapolitique, il était en prison. Personne n'est en prison ici. Il avait au moins cette excuse-là. Moi, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir des alliés autour de moi. J'ai besoin de me sentir moins seul. Moins seul. Je suis un maire, à la différence de beaucoup de gens ici, je suis au pouvoir dans ma ville. Au pouvoir dans ma ville. Il y a Charles Millon qui sait ce que c'est. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut dire à cette tribune qui sont inaudibles quand vous êtes le maire d'une ville. Moi, j'applaudis des discours, mais c'est des discours. Je suis le maire, c'est une caricature dans ma ville, des fumeurs de clopes qui roulent au diesel. C'est de ça dont je suis maire. Je suis maire de bon sens. Je suis maire d'une ville qui se fait traiter, dont les citoyens se font traiter de plouc à longueur de journée, et pas loin, depuis Montpellier. On est cette France que même ici, vous ne connaissez pas. Même ici, vous ne connaissez pas. L'identité, je ne vais pas vous faire un discours sur l'identité. L'identité, pour moi, vous savez ce que c'est?
c'est que je veux pas de bistrot où il y ait plus de femmes. Et c'est ça l'islam. L'islam conquérant, c'est plus de femmes dans les rues. L'identité, c'est des choses très simples. L'identité, c'est que je ne veux plus de kebabs dans ma ville. J'en ai assez des kebabs. L'identité, c'est en bas de chez nous avec Emmanuel, je croise un garçon catogan, vous voyez, a priori du tout. Il me dit, je ramasse des fraises et des melons. Ouvrier agricole en français, ça s'appelle. Et il me dit, moi je vote pour vous, mon patron vote pour vous. Vous avez bien entendu, mon patron vote pour vous, et mes collègues votent pour vous. Ah, je lui dis, ah oui. Et je me dis, il va dire que s'il gagne, je sais ce qu'il gagne, j'imagine, il me dit, et vous savez pourquoi je vote pour vous? Je vote pour la crèche pour vous. Ce que demandent, et j'en connais beaucoup de nos compatriotes musulmans, et c'est tout simplement de vivre une vie normale de Français qui se sont intégrés, ils sont en train de s'assimiler pour la grande majorité d'entre eux. Pas tous, hein. Qu'on me dise, je vois aussitôt des gens qui vont s'exprimer en disant oh là là, il faudrait qu'ils sortent de chez lui. Je fais que ça, sortir de chez moi, figurez-vous. Je passe mon temps à sortir de chez moi, et d'ailleurs sans jamais être accompagné par un garde du corps, et je suis toujours extrêmement bien accueilli. Je vais partout, y compris dans les quartiers, parce que de plus en plus de Français me connaissent, écoutent mes analyses et se rendent compte que nous, à l'UPR, on ne stigmatise jamais personne pour son appartenance à une religion. Hein, nous, on n'est pas là à taper sur les cathos, sur les juifs, sur les musulmans, etc. On n'est pas là à stigmatiser des gens en fonction de leur orientation sexuelle. On n'est pas là à stigmatiser des gens en fonction de leur opinion politique. On est là simplement pour expliquer aux Français que si la situation en France va mal, c'est pour des raisons d'abord et avant tout géopolitiques, macroéconomiques et monétaires qui expliquent la situation. Que l'on sorte de l'Union européenne et de l'euro, que d'un seul coup, on voit réapparaître une fierté naturelle dans notre propre pays. Que la France ne soit plus le larbin des États-Unis, ne crée plus des guerres illégales au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Que la France devienne le porte-parole de la liberté des peuples et des nations. Que la France combatte le deux poids deux mesures en matière de politique internationale. Que la France renoue avec sa tradition d'État qui assure la justice sociale entre les Français. Que la France reprenne, par exemple, tout ce qui a été démoli du droit du travail et le remette en place. Que la France restaure les services publics à la française. À ce moment-là, la France, vous le verrez, d'un seul coup, beaucoup de Français, des Français depuis 30 ou 40 générations comme moi, comme des Français depuis une génération ou depuis 0 génération, vous verrez que beaucoup de Français se reconnaîtront dans ce projet d'un État-nation rajeuni pour le XXIe siècle, un État-nation qui coopère avec l'ensemble des pays du monde et qui est fier de lui-même et fier de son identité nationale. Voilà, or ça, ce discours-là, ce discours rassembleur, raisonnable, ce discours œcuménique, irénique, si l'on peut, certains diront peut-être, ce discours de paix est le seul qu'un homme d'État doit tenir dans la France d'aujourd'hui. La France d'aujourd'hui et de demain passe par la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Elle ne passe pas par une stigmatisation de telle ou telle partie de la population avec des gens qui passent leur temps à jeter de l'huile sur le feu. Ce sont des criminels en puissance. Tout a débuté un matin le 11 septembre 2001. Quand en écoutant la télé, je tourne la tête et soudain je vis des images choc de type hollywoodien. Pourquoi s'attaquait-il à notre rêve américain? Le monde occidental était en état de sidération. Ainsi il pouvait facilement contrôler l'opinion pour nous mener à une guerre de civilisation théorisée par des stratèges qui n'ont jamais croisé Cupidon.